Février 1973. La CFDT accueille un nouveau venu dans le monde de la presse syndicale. Au sommaire de ce premier numéro, les grèves à Honnewell-Bull. Manœuvre politique à la CAF de la région parisienne. ANPE, mode d'emploi. La CFDT et le droit au logement. Rénovation à Paris, comment et pour qui? Le combat contre la CFT. La guerre du Vietnam. Il y a 40 ans, paraissait Paris Commune. C'est donc en janvier 1973 que l'on a pu feuilleter pour la première fois Paris Commune, le journal de l'Union départementale CFDT de Paris. La couverture du premier numéro montre le projet de construction d'une nouvelle bourse du travail à Paris, au trait assez futuriste. Il ne restera de ce projet que cette illustration. L'Union départementale de Paris a été créée en novembre 1968 dans un contexte bien particulier. Le contexte, ça s'est fait dans le cadre d'une part de la départementalisation administrative de la région parisienne. Et auparavant, il y avait des secteurs de constitués déjà, principalement la Seine-Saint-Denis. Donc, la dernière UD constituée à l'époque en région parisienne fut Paris. Cela s'explique comment? Explique par le poids politique de Paris, qui est effectivement, même en recensant le mieux possible et avec la bonne volonté des syndicats, le nombre d'adhérents par syndicat sur Paris, on dépassait largement toutes les UD et on était plus de la moitié de la région. Et donc, c'est vraiment à partir de septembre qu'on a constitué une équipe à l'UD pour monter l'UD. Ce poids politique de l'UD de Paris dans l'Union régionale, comme dans plusieurs structures fédératives, le poids qu'il peut y avoir entre la plus grosse structure en nombre d'adhérents et la structure fédérative a souvent posé des problèmes, des enjeux de pouvoir notamment, mais qu'on a réussi à dépasser, je crois, pendant tous ces 50 ans, avec des hauts, des bas, comme pour la plupart des structures. On a plutôt utilisé les moyens que pouvait avoir l'UD de Paris, certes en nombre d'adhérents, mais aussi les moyens qui sont donnés par la ville, notamment dans le logement des syndicats, mais aussi pour poursuivre de l'action syndicale en complément de l'Union régionale. Et ce n'est que 5 ans après sa création que l'UD décide de publier son propre journal. Parce que le seul journal qu'il y avait, c'était Paris Syndical, qui était donc le journal de l'URP, et qu'on n'avait aucun moyen justement de faire connaître nos idées. Les autres UD avaient déjà des petits bulletins d'information, et nous, on avait, je pense, été dans les derniers en avoir, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on en fasse un, et que comme ça nous permettrait de vivre et de faire passer un peu ce qui se passait dans les UL, ce qui se passait à Paris, ce qui se passait dans les syndicats aussi. Avoir un journal syndical, ça reste quelque chose d'important pour la CFDT. Comme on le voit dans cette vidéo, on a eu des retours des militants qui montrent que Paris Commune reste identitaire pour la CFDT Paris, qu'il crée une forme de lien entre ses lecteurs et qu'il est important de pouvoir apporter une ouverture interprofessionnelle aux salariés qui vont pouvoir lire ces journaux. Le choix des contenus à traiter dans un journal comme Paris Commune, il est très large. Mais avant de régler cette question des contenus, il faut vraiment régler cette question du public auquel on s'adresse pour pouvoir lui apporter les informations pratiques, politiques et syndicales dont il a besoin. Sinon, les grands dossiers sur Paris durant cette décennie? On avait plusieurs dossiers chauds à l'époque qui tournaient autour de l'immigration. L'immigration dans l'entreprise, et aussi l'immigration hors de l'entreprise. C'était toute l'époque de la lutte des foyers pour travailleurs immigrés, pour l'amélioration des conditions de logement, l'amélioration des conditions de coût du loyer, le respect un peu des cultures des uns et des autres,
Et donc nous avons vécu beaucoup d'occupations de foyers d'immigrés sur Paris. Il y avait une spécificité qui existe toujours d'ailleurs à Paris, c'est tous les problèmes de conditions de vie et de travail dans les tours-bureaux. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait là-dessus, notamment autour à l'époque du quartier du quai de la Râpée, où des tours de bureaux s'étaient pas mal développées. Donc il y avait des revendications nouvelles à essayer de prendre en compte sur la manière dont on travaille dans les bureaux paysagers, pas bureaux paysagers, climatisation, pas climatisation, circulation avec badge, sans badge, enfin il y avait tout un ensemble de problématiques que l'UD de Paris à l'époque avait pris en charge. D'ailleurs il y a eu des brochures qui ont été écrites sur cette problématique de la lutte syndicale dans les tours-bureaux. C'est aussi la période où l'UD de Paris conçoit et organise la formation syndicale en créant des modules qui, 40 ans plus tard, sont toujours dans le catalogue. On réfléchissait à la manière dont on allait faire les formations. Alors, il y avait 2 débats très importants à la CFDT à ce moment-là. Un débat sur le contenu et un débat sur la forme. Alors, le débat sur la forme, c'était un peu issu de mai 68, c'est-à-dire on disait faut pas mettre les gens de telle manière, faut pas qu'ils aient l'impression que ça soit des élèves par rapport à un maître, etc. C'était des débats qui n'en finissaient plus d'ailleurs. On avait aussi le débat sur le contenu, hein, c'est-à-dire qu'on a changé beaucoup de choses à des moments donnés parce que le contenu ne correspondait plus aux attentes. Mais ce qui est resté véritablement, à mon époque, hein, c'est quand même l'assise sur le mouvement ouvrier. Ça, c'était quelque chose qui était très très important, surtout en formation générale. L'assise sur la stratégie et l'idéologie de la CFDT. La deuxième chose, alors c'était tout à ce moment-là, c'était l'autogestion, toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on allait prendre le pouvoir Durant ces 40 dernières années, l'UD s'est toujours servi de Paris Commune pour promouvoir la formation syndicale. La formation syndicale, c'était presque le cœur de l'activité à un moment de l'Union départementale à plusieurs reprises, parce que ça faisait partie des compétences de l'Union départementale. Ensuite, l'évolution dans l'organisation fait que c'est une compétence qui a été donnée aux structures fédératives, à l'Union régionale plus particulièrement. Pour autant, on a modifié et exercé d'autres modes de formation pour les militants. Et puis on a surtout réfléchi maintenant, on a essayé de s'adapter à des contraintes qu'il n'y avait pas forcément avant, ou en tout cas à des envies qu'ont de militants qui ne peuvent plus maintenant passer 3 jours en formation à Bierville enfermés, et qui ont plutôt envie de donner 2 heures par exemple de leur temps sur un sujet plus spécifique. Et c'est pour ça qu'on a créé notamment les soirées Info Droit, Info Plus, qui participent de la formation et de l'émancipation de nos adhérents et nos militants. La fin des années 70 approche. À l'UD de Paris, on sent que quelque chose est en train de changer. On sentait fortement que la classe ouvrière était vraiment en train de changer dans sa composition. Et changeant dans sa composition, elle changeait dans sa mentalité, dans sa façon de voir les choses, dans tout ça. Et on était convaincus que les problèmes de l'immigration ouvrière étaient au cœur de la société qui était en train de se construire. Au cœur. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on y soit, qu'on soit présent et qu'on leur donne une voix. Voilà. Pour illustrer ces propos, attardons-nous un instant sur l'action du Sentier à Paris. Marie-Noëlle se souvient du jour où 2 travailleurs turcs clandestins arrivent à l'UD en disant qu'ils allaient démarrer une grève de la faim. Leur objectif, obtenir la régularisation de leurs papiers. On a tout de suite discuté avec eux et on leur a posé, et puis en plus, grève de la faim. Grève de la faim, c'est un truc hyper périlleux pour un syndicat. C'est pas notre méthode de lutte habituelle. Et puis on a la trouille dans une grève de la faim, on sait comment ça commence, on sait jamais comment ça finit. Après avoir posé quelques conditions, l'UD accepte d'apporter son soutien. Alors les types ont commencé leur grève de la faim à Saint-Bernard, à l'église de Saint-Bernard.
L'opération prend de l'ampleur et les pouvoirs publics sont obligés d'intervenir. C'est Lionel Stoléru qui est à cette époque ministre de l'Intérieur. Et donc, Stoléru a cru malin, mais venir rencontrer les grévistes de la faim. Et il a choisi de venir un dimanche matin. Évidemment, alors il est venu avec la presse, bien plus que ce qu'on n'avait jamais eu, la télé, etc., les micros, les caméras. Et il est tombé sur Jacky Bontemps, qui était de permanence et qui lui a dit « Monsieur le ministre, on négocie ». Et il a dit oui. Ainsi, la CFDT pose la question du travail clandestin d'une manière différente en la désignant comme une délocalisation sur place. C'est-à-dire que le patronat offre du travail clandestin parce que de cette façon, il fait baisser le coût du salaire, il s'affranchit des règles du Code du travail et il le fait pour des branches qu'il ne peut pas délocaliser. Donc si c'est ça vraiment la réalité, c'est au travail clandestin qu'il faut s'attaquer. C'est pas à la présence sur le territoire. À partir de là, la CFDT se bat jusqu'au bout. De meeting en manifestation, elle rassemble sur le sujet tout en posant des revendications précises. Il faut régulariser en fonction du contrat de travail. Donc, comme on n'en avait pas évidemment, c'était la promesse d'embauche. Faire sortir toute la branche de la clandestinité. Et sur une branche régularisée, négocier des conventions collectives appropriées. Et après de longues négociations, la CFDT finit par obtenir la régularisation sur la base de la promesse d'embauche. La réalité des travailleurs clandestins d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on parle la même chose parce qu'aujourd'hui ce n'est plus des clandestins, parce que c'est des salariés qui présentent les bulletins de salaire. Si on présente des bulletins de salaire, c'est-à-dire que c'est des salariés à part entière. En plus, on voit bien que ces salariés-là participent déjà à la vie de la société parce qu'ils cotisent. Donc je ne vois pas qu'on peut parler de la clandestinité aujourd'hui. L'UD de Paris, c'est quand même le premier accueil qui m'avait accueilli le jour que je suis venue à la CFDT, qu'à cette époque-là, je ne sais même pas ce que ça veut dire le syndicalisme. Je ne sais même pas ce que ça veut dire la CFDT. Pour moi, c'est vraiment une image de l'émancipation parce que grâce à la CFDT et l'UD notamment, parce que c'est l'UD qui a ouvert sa porte à tous les besoins nécessaires quand j'étais enfant, voilà, et que j'ai grandi à l'UD. J'ai pas de bagages. Et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez que j'ai déjà quand même un peu de bagages. Et que, voilà, je félicite de l'UD de Paris et que j'en suis fière. J'ai le sentiment même de vous dire que je suis chez moi. Voilà, c'est ma maison. La question de travailleurs sans papier est une question extrêmement importante pour notre syndicat, puisque nous sommes un syndicat surtout dans la restauration collective et dans la restauration rapide où il y a énormément de travailleurs sans papier. Donc par le biais de l'Union départementale de Paris, nous pouvons accompagner des salariés et avoir des régularisations plutôt importantes. En tout cas, les demandes que l'on fait sont généralement approuvées et ça finit plutôt bien. On a toujours du mal après à les impliquer dans la vie du syndicat ou des sections sur lesquelles elles sont. C'est un travail que nous devons faire de toute façon pour continuer à les accompagner et qu'ils continuent à s'investir au sein de leur section, parce que généralement c'est des travailleurs qui sont issus de sections assez importantes, sauf que c'est vrai qu'après la régularisation, on a tendance à les perdre un peu. Donc là, on a un vrai travail à faire sur ce sujet. Et puis 1979, c'est aussi la première élection prud'homale. Enfin, c'est la première fois que le scrutin est ouvert à tous les salariés. Donc c'est aussi la première campagne pour l'interprofessionnel. L'UD de Paris s'y investit pleinement. Un film, un vrai, est même réalisé. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, futur prud'homme, bonjour. Ça va pas, non? Échanger Paris Commune spéciale prud'homme contre une revue, faites n'importe qui, ça va pas, non? Donc on a fait ce film. Ça a été un moment de défoulement extraordinaire.
Alors, il était diffusé, les syndicats le passaient, puis si on avait fait en sorte que dedans, il y ait, comment dirais-je, expliquer comment se passait une séance, une audience, quel rôle était joué par les défenseurs syndicaux, etc. Comment étudier un dossier, etc. Merci, monsieur CFDT. Merci, madame CFDT. Ça, c'est de la justice. Alors aujourd'hui, pour les conseillers prud'hommes, il n'y a plus de campagne comme on a connu auparavant. En 2008, c'était déjà en grosse perte de vitesse et là, pour les derniers renouvellements, on s'est fondé sur la représentativité en entreprise avec un système de désignation. On a plus de conseillers prud'hommes et donc c'est à mon avis une bonne chose. On est plus en force et on est une belle équipe maintenant au Conseil de prud'hommes de Paris. La formation des conseillers CFDT, c'est un enjeu primordial pour toutes les structures CFDT, que ce soit au niveau de la région et aussi de l'UD. Et effectivement, avant la désignation officielle, on s'est déjà préoccupé de la formation des conseillers pour les sensibiliser au droit du travail, à leur futur mandat de conseiller prud'homme. Et on a ce retour qui est quand même très satisfaisant des conseillers prud'hommes qui ont le sentiment d'être accompagnés et d'être aidés dans un mandat qui est tout nouveau pour beaucoup d'entre eux et qui est exigeant. Et donc c'est un vrai plus de la CFDT. Les années 80 marquent une nouvelle période où l'UD de Paris va se remettre en question. C'était l'époque où l'UD commençait à théoriser, à conceptualiser la nécessité de la prise en charge, comme on disait dans notre jargon de l'époque, des hors-statuts. Et l'UD, avec ce mouvement, la grève des nettoyeurs du métro aussi, qui a marqué profondément, comme ATEC, la vie de l'UD de Paris, l'UD de Paris, l'UD s'est affirmé, s'est identifié dans la prise en charge des hors-statuts. La sous-traitance sous quelque forme, de quelque nature que ce soit, les femmes, on disait à l'époque les travailleuses, la précarité qui commençait à se développer, l'éclatement des garanties collectives, des conventions collectives, et puis les sans-papiers qui étaient le dernier segment de la précarité. Il y a deux événements qui me viennent immédiatement à l'esprit. Le premier événement, le mouvement étudiant de la fin de l'année 1986. Les étudiants démarrent un mouvement puissant et long contre, me semble-t-il, si je me rappelle bien, la loi de Vaquet. Donc il y a vraiment un enthousiasme, une solidarité très forte de la CFDT Paris en direction des étudiants et qui se transforme en raz-de-marée ensuite au moment de la mort de Malek Oussekine. C'est un événement qui a marqué très fortement l'UD. Et dans le même temps, là aussi, pas possible de souffler, démarre la grève des cheminots. Cheminots, RATP, EDF. Il faut se rappeler que les années 80 sont difficiles sur le plan de l'action syndicale en tant que telle, mais en tout cas, on soutient le mouvement, même si on explique en quoi ce mouvement a des limites particulières dans la conception du syndicalisme, dans les risques de dérives corporatistes et tout, mais on soutient le mouvement. Effectivement, la précarité aujourd'hui pour les sous-traitants est une réalité qui est exacerbée puisque l'objectif pour les donneurs d'ordre c'est de payer le moins possible, le moins cher possible et forcément derrière ça entraîne une baisse des prix et surtout pour les salariés qui travaillent pour ces sous-traitants, ça entraîne des salaires qui sont toujours plafonnés. On n'arrive pas aujourd'hui à sortir de ces salaires qui sont plafonnés. On leur demande d'être de plus en plus compétents, des compétences aujourd'hui qui vont jusqu'à Bac+2, Bac+4, Bac+6 avec des salaires qui sont plafonnés au SMIC. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a des conventions collectives qui intègrent les sous-traitants. La problématique, c'est que ces conventions collectives qui intègrent les sous-traitants, elles sont vides de droit, d'accord ? Et on est
quasiment au code du travail et on n'obtient que très peu de choses en plus. Donc oui, effectivement on en a, mais les négociations aujourd'hui doivent être de plus en plus importantes par rapport à ces conventions collectives pour les faire évoluer. Les mouvements sociaux et aussi les mouvements locaux aujourd'hui sont plutôt professionnels. C'est en fonction de l'actualité dans les entreprises et en fonction de l'actualité dans les branches et en fonction de l'avancée des conventions collectives. Donc oui, aujourd'hui on peut dire que les mouvements se font plutôt dans l'entreprise, aux portes de l'entreprise et on a de moins en moins de rassemblements comme ça au niveau local ou départemental. C'est absolument pas la fin de l'interpro. Il y a des secteurs sur, je sais pas, l'intelligence artificielle par exemple, le numérique, les travailleurs indépendants, qui est extrêmement transsectoriel et qui peut concerner évidemment toutes les unions départementales, jurys, tout ce qu'on veut. Alors l'histoire parle a priori, pour le moment, en la défaveur des mobilisations telles qu'on les connaissait, il va falloir évidemment songer à d'autres types de mobilisations. En même temps, le comptage, il se fait dans une mobilisation unité de temps, unité de lieu, dans les manifestations physiques. Donc c'est tout un paradigme à reconsidérer et à repenser. Mais c'est aussi l'époque où la CFDT traverse une zone de turbulence. La poursuite de la crise économique, un peu le déplacement de l'actualité syndicale de Paris vers la banlieue avec les grèves de l'automobile, qui ne concernaient pas l'UD de Paris, les tensions internes à la région Île-de-France au sein du secrétariat régional et du bureau régional, les difficultés aussi à maintenir l'élan des années 79-80, compte tenu de ce contexte qui plombe l'activité, la baisse de la syndicalisation et qui frappe quasiment tous les secteurs et qui impacte aussi la vie de l'UD de Paris. Quelques années plus tard, cette tendance va heureusement s'inverser et la CFDT maintient son leadership sur Paris. Les années 80, c'est aussi la période où l'UD de Paris déménage de la rue de Dunkerque pour s'installer rue Eurial de Hénin. Un jour, la ville nous a proposé un immeuble de Nestlé qui était vide, qui était là, rue Eurial de Hénin. Et ils nous ont dit, bon, donc on a négocié un bail, on a négocié les travaux, parce que ça avait des travaux, c'était phénoménal. Hein. Il fallait tout refaire à l'intérieur, c'était mis à nu, ça a été complètement mis à nu. On a refait les paliers, on a refait, pour pouvoir mettre des bureaux, etc. Et ça, on l'a fait en 3-4 ans. Les années 90 emboîtent le pas. L'UD de Paris continue à s'adapter au nouveau contexte. Il y avait beaucoup de réflexions entre nous sur le fait de se dire, bah oui, la sous-traitance elle est passée, le secteur il se constitue, il y a de la convention collective, il faut structurer les gens dans leur secteur. Donc ça par exemple c'était un débat qui était à la fois d'appui à des secteurs du privé, mais en même temps une certaine conception d'organisation et une certaine conception de de l'émancipation des travailleurs, tout simplement, parce que certains de ceux qui n'avaient que ce mot-là à la bouche dans ces époques-là, en fait, maintenaient les travailleurs sous tutelle pour s'en servir pour des enjeux d'agitation, plus que pour appuyer les individus, quoi. Bon, c'est clair, c'est direct. C'était ça aussi les années 90. Et quelles étaient les priorités de l'époque ? C'est de se dire comment l'information, il faut la travailler. Il faut toucher les militants. La formation syndicale, il faut faire le double tout simplement de ce qu'on fait jusqu'à présent. C'est donc dans cette période-là aussi, alors je ne sais plus en quelle année, où il y a eu cette histoire d'achat de la première camionnette qu'on a fait aménager. Mais la camionnette, l'idée de départ de la camionnette, c'était deux choses. C'était aller vers les TPE, et on a fait des permanences, y compris rue de Rivoli, avec ça, pour diffuser un peu de l'info. Et c'était avoir un outil pour soutenir les équipes, par exemple, quand il y avait un conflit, et aussi faire exister la CFDT dans les manifestations, etc. C'est dans la même période que Paris Commune se transforme. En attendant l'utilisation de l'informatique pour sa mise en page, la fabrication reste toujours artisanale. Il faut dire c'est que ça, c'était préparé à la main. C'est qu'il y avait une petite table éclairée, et puis avec une règle, et puis du découpage, et que certains de ces trucs-là, dans les premiers numéros comme ça, c'était encore du préparé à la main. C'est-à-dire que c'était frappé sur une machine
un peu plus modernes. On les faisait page par page et il y avait des parts qui étaient de l'assemblage pour mettre une illustration à côté ou peut-être pour le titre, et puis avec ces petits carrés-là qui étaient des trucs qu'on collait. C'était du collé, et donc moi je faisais ça dans la salle aveugle, là, avec ma table, le truc éclairé, et souvent je préparais ça un samedi pour être peinard, avec le train qui était mis dans le bon sens et tout, pour pouvoir imprimer les choses dans l'ordre après. L'emménagement à Réal de Hénin et les travaux qui ont dû être faits en 1983, 1985, dont parle Annie Roussel, pour nous c'est aussi une actualité assez récente pour l'UD, puisque ce même immeuble, du coup, dans lequel on avait pris nos marques, a fait l'objet d'une réhabilitation. Il est devenu le 7-9. Ça apportait une réalité commune à toutes les structures qui étaient logées dans l'immeuble. Donc ça permettait vraiment au quotidien de discuter avec les syndicats sur ce qui se passait dans l'immeuble, sur l'avancée des travaux qu'on pouvait vivre aussi en direct. Les camionnettes de l'UD qui a été un enjeu pour c'est Joseph Lecor qui explique ça dans le film sur la campagne TPE et qui avait fait l'objet aussi d'une espèce de cotisation collective de participation qui avait moyen marché d'ailleurs, hein. Je crois que du coup c'était plutôt l'UD qui l'avait payé au final. J'ai eu une grave décision, enfin d'ailleurs pas c'est le bureau de l'UD, puisque je n'assume pas cette décision seule, qui a décidé de vendre ce monument historique qui était la camionnette, mais qui était devenu un tout petit peu polluant et puis très coûteuse, et puis surtout qu'on sortait plus ces derniers temps, puisqu'il y a eu moins de mobilisation. Le fait qu'on n'ait plus de camionnettes a fait qu'on a réfléchi à d'autres formes de mobilisation pour les TPE. Oui, heureusement, on n'avait pas besoin. On peut faire des opérations TPE sans camionnette. Et d'ailleurs, on a multiplié les actions auprès des salariés des TPE ces dernières années. Tout notre travail a consisté à aller dans les rues parisiennes pour rencontrer directement sur leur lieu de travail les salariés des TPE, et ensuite, à partir des contacts qu'on a pu nouer dans ces opérations de proximité, essayer de les faire venir dans les locaux CFDT pour pouvoir leur apporter des informations sur leurs droits, leur présenter la CFDT. Les faire venir ici, ça a été une grosse difficulté, et je pense qu'effectivement il y a d'autres formes à repenser, et que l'avenir, d'ailleurs le congrès de Rennes en a parlé, c'est dans le texte de résolution, d'arriver à structurer et fédérer ces salariés, leur donner envie de venir, mais surtout leur donner des raisons et leur donner une place dans l'organisation qui soit une place à part entière. Les années 90, c'est aussi la période où l'UD de Paris est persuadé que la CFDT est la première organisation syndicale à Paris. Pour nous, on avait le sentiment, moi j'étais convaincu, et Joseph l'était autant que moi, sinon plus, qu'on était devant la CGT. Donc, parce que j'étais à l'époque aussi, j'avais pris la responsabilité de la Bourse du Travail de Paris, et on avait mis fin à 100 ans de gestion par la CGT. Mais donc, au niveau de la place de Paris, on s'apercevait que la CGT, et en fonction de ce que soi-disant elle représentait, elle avait le droit à beaucoup de moyens. Donc, on a fait un travail de fourmi, on a cherché, et c'est vrai, la conclusion qui était heureuse pour nous, déjà à l'époque, c'était qu'on était devant la CGT. Il y a aussi à l'époque un sujet qui traverse toute la CFDT, c'est celui de la réduction du temps de travail. La réduction du temps de travail, c'était quelque chose que la CFDT souhaitait de longue date. Hein. Donc là, moi au niveau de l'UD de Paris, cet aspect, on l'a surtout vu, ne serait-ce qu'à travers la formation, parce qu'on a tout de suite préparé les gens à la négociation sur les sujets dans les entreprises. Parce que la réduction du temps de travail en tant que celle, ça ne sert à rien. On réduit mécaniquement, mais qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'il fallait voir également l'organisation du travail. C'était pas nous qui la menions. Ces discussions-là, c'est pas nous. C'était les gens dans les syndicats qui pouvaient la mener. Il reste évidemment plein de choses à inventer. Il reste évidemment, l'histoire n'est pas finie. L'histoire est têtue, comme disait l'autre, et on a tout un tas de choses à inventer, y compris sur le temps de travail. Je ne peux pas m'empêcher de penser au droit à la paresse de Lafargue, qui préconisait, je crois, 3 heures de travail pendant 3 jours, ou alors dans un genre plus réaliste, un philosophe anglais du début du XXe siècle qui s'appelait Russell, qui lui préconisait
4 jours à raison de 4 heures par jour. Donc ce sont des propositions plutôt réalistes et vu le taux de chômage, on aurait les moyens de faire travailler moins et de faire travailler plus de personnes. Difficile de raconter l'histoire de l'UD de Paris sans aborder l'activité juridique. Elle se conjugue au quotidien, de la défense aux adhérents à l'assistance auprès des syndicats, en passant par l'animation des conseillers prud'hommes et aussi des conseillers du salarié. Régulièrement, Paris Commune traite ce sujet. La permanence juridique, c'est très important parce que je me souviens toujours quand je viens d'arriver que je ne connais rien. Les juristes de l'UD étaient ouvertes à toute question si j'en ai besoin. Les permanences juridiques existent encore aujourd'hui et c'est extrêmement important. Elles sont complémentaires de nos propres permanences puisque le syndicat fait 2 permanences le mardi après-midi et le samedi après-midi. Mais on ne peut pas être présent tous les jours de par nos activités diverses et variées sur le territoire. Donc il est extrêmement important d'avoir un relais au niveau des permanences juridiques de l'Union départementale de Paris, qui a un double enjeu. C'est évidemment un service que l'on rend à nos adhérents et aux salariés, mais cela permet aussi de se développer, puisqu'on fait énormément d'adhésions lors de ces permanences et par les permanences de l'UD de Paris aussi. Non, dans le futur, il faut continuer à développer le 7-9 comme la référence de la CFDT sur Paris. La Bourse du Travail, il faut toujours avoir des relations avec la Bourse du Travail et toujours être à la commission administrative. Mais ce n'est plus important d'avoir la gestion de cet endroit qui ne représente plus la CFDT, à mon sens, pour Paris en tout cas. La CFDT Paris a des locaux fabuleux, tout neuf, tout propre, où on peut dialoguer avec les autres syndicats, avec l'union départementale directement. Donc il est important de s'approprier ce lieu-là et que le lieu principal, à notre sens, pour la CFDT Paris, soit le 7-9. Arrivent les années 2000. Jean-Luc Ragel devient le secrétaire général emblématique de cette époque. D'abord, moi, tout en étant au service et en appui pour les syndicats, et comme à chaque période, moi j'ai travaillé sur les discriminations, plus exactement, sur le racisme au travail. C'est comment on libère la parole sur les questions de racisme au travail et de discrimination, puisque le mot commençait à apparaître petit à petit dans le langage commun. Et donc moi j'ai voulu travailler là-dessus. Sonia Buscarini, avant de succéder à Jean-Luc Ragel en 2008, travailla sur le projet Action et Vigilance. Un projet de lutte contre les discriminations raciales on était les maîtres d'œuvre, donc avec la ville de Paris, avec le MEDEF, avec Alcora, donc ça a été un très gros projet pendant plusieurs années, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Au début, puisque l'idée c'était de former les responsables de syndicats, ensuite des collectifs dans les syndicats. C'est un dossier difficile, parce que lutter contre les discriminations et pour l'égalité, ça remet en cause des systèmes. Et les syndicats, les militants syndicaux, peu ou prou, participent à l'élaboration des systèmes. Donc ça veut dire aussi se remettre en cause soi-même. Se remettre en cause, travailler sur les préjugés, et qu'on a tous, et ensuite se remettre en cause, y compris sur les actions syndicales qu'on peut mener. C'est aussi la période où l'UD de Paris tisse d'autres liens. Jean-Luc m'avait confié toutes les relations institutionnelles. Donc, quand cette équipe est arrivée à l'UD, un de ses objectifs était de reconstituer ce réseau avec la ville, avec les préfets, avec les institutions de manière générale. Quelle autre action a marqué cette période ? Ça a été le lancement de Respecter, qui était une action sur les violences faites aux femmes au travail, dont Christophe a été le coordonnateur et le porteur de projet. Et il a fallu le vendre, entre guillemets, aux syndicats qui étaient très loin quand même de ce sujet. On a été, je crois, les premiers dans l'organisation à le porter autant, ce sujet. Et Christophe en particulier, j'étais encore secrétaire général, mais
Voilà, donc ça a été aussi ce moment-là. Alors Sonia met bien l'accent sur l'enjeu qu'il y avait sur la thématique des discriminations raciales au travail, à faire porter cette thématique, ces revendications par les équipes dans les entreprises, alors que c'est un sujet sur lequel les syndicalistes n'étaient pas interpellés et qui ne faisaient pas partie de leur quotidien. En revanche, c'était un enjeu aussi sur la question des VSST, et là je pense qu'on a réussi à le faire sur ce sujet-là. Ouais, bon, on s'est plutôt servi justement quand on a commencé en 2009 à travailler sur les violences sexuelles et sexistes au travail. On s'est aussi servi de l'expérience de choses qui n'avaient pas nécessairement fonctionné, et dès qu'on a commencé à travailler dessus, on savait que ça allait demander énormément d'énergie d'aller voir mais qu'il ne fallait pas lâcher, c'est-à-dire que c'était vraiment un travail à long terme. On s'était vraiment dit on part pour au moins 10 ans pour porter ce sujet. Donc si nous, les structures interprofessionnelles, et notamment les unions départementales ou les unions territoriales demain, ne choisissent pas de porter des sujets comme ça, un peu moins en lumière, pour qu'ils soient portés dans les entreprises, ce ne sera pas fait. Alors pour conclure, que retenir de ces 50 années de la vie de l'UD de Paris ? Jean-Pierre Bobichon, ancien secrétaire général, se joint à Christophe Dague pour apporter son regard à la fois expert et passionné sur ces 50 ans d'action syndicale interprofessionnelle à Paris. Ce qui est retenu sur la vie de l'UD à Paris, c'est le fait que cette structure syndicale a voulu prendre en compte les réalités parisiennes pour agir et les transformer. Ça a été par exemple toute l'action qui a été menée en 1976 autour des conditions de travail dans les tours bureaux. D'ailleurs, à mon avis, c'est encore d'actualité. Autre exemple, c'est tout ce qui concernait les conditions de vie et de travail des Antillais, Guyanais et Réunionnais, notamment dans le secteur de la fonction publique et en particulier des PTT. Donc ça a été aussi, mais un peu en avance, un peu avant aussi, toute l'action qui a été menée sur les conditions de transport à Paris, la revendication carte unique de transport sur la région parisienne qui a été transformée après par la carte orange, vient de l'action de la CFDT à Paris. Dans les éléments marquants qu'on peut souligner parmi beaucoup d'autres, il y a eu par exemple le conflit des heures du métro, où il y a eu deux grands conflits de chacun une quarantaine de jours entre 1977 et 1980. Et c'est le syndicat RATP qui avait été à la pointe du combat avec l'UD et avec la région pour faire en sorte d'améliorer les conditions de travail des heures du métro qui étaient en sous-traitance. Il y a aussi quand même à marquer que l'UD de Paris a été à la pointe sur l'Europe. Le 1er mai 1979, nous avions fait venir au meeting de la CFDT à Paris, pour fêter le 1er mai, un secrétaire confédéral de la Confédération européenne des syndicats, un Italien, Mario Darioli, qui venait de la CIS italienne et qui avait pris la parole au nom de la CES à Paris au 1er mai 1979. Nous avons été très attentifs à la condition de vie et de travail de nos adhérents homosexuels. Et donc la CFDT à Paris a toujours été très en lien avec le mouvement qui s'appelait à l'époque Arcadie. Moi, je suis allé d'ailleurs plusieurs fois à des congrès. Et donc c'était une volonté de montrer notre attention, y compris à toutes les catégories de personnes, d'hommes et de femmes. Et donc voilà, ça fait partie aussi de l'héritage. Il y a eu bien sûr toute la période de l'action de l'immigration à propos des foyers. De la vie dans les foyers et aussi de la régularisation des sans-papiers à l'époque. L'UD de Paris était capable, un samedi après-midi, sans aucune organisation de la préfecture de police, d'appeler à une manifestation sur les Champs-Élysées. L'UD de Paris avec d'autres, mais l'UD de Paris était à la pointe du combat, immédiatement, action-réaction. Ça, on le voit un peu moins maintenant. Mais... Ah ben, heureusement, il y a beaucoup de coups d'État aussi. Le regard que je porte là sur ce qu'on vient de voir dans la vidéo, et puis plus globalement sur ces 50 ans de vie de l'UD, c'est une structure qui a toujours eu une place à part dans l'organisation, et elle s'est aussi servie de cette place à part pour faire porter des sujets qui n'étaient pas nécessairement portés collectivement. Des sujets revendicatifs mis en avant par une CFDT aujourd'hui forte à Paris, mais qui a eu quelques difficultés au démarrage. Au départ, ce n'était pas gagné, la structuration de l'UD de Paris. D'abord, c'était la dernière UD en région parisienne qui était mise en place.
justement pour faire en sorte que les UD périphériques puissent se mettre en place tranquillement. Alors que si Paris avait été mis en place tout de suite, elle aurait bouffé facilement le reste des UD. Donc il a fallu faire un travail de structuration très important dans une situation aussi particulière. Le syndicat parisien des banques à l'époque s'était beaucoup investi, parce que Jean Bousselard, le père fondateur, était à la fois mi-temps secrétaire de l'UD de Paris et mi-temps syndicat parisien des banques. C'était pas évident, c'était en fait deux temps pleins, quoi. Donc il a fallu structurer dans une situation un peu où la CFDT de l'époque bougeait beaucoup. La chanson dit non, je ne regrette rien. Donc on ne va rien regretter, mais on va toujours améliorer. Et moi ce que je voulais dire dans les satisfactions du moment, ben, c'est les locaux. C'est les locaux de la CFDT à Paris. Parce que c'était, et moi je dois remercier Christophe et toute son équipe parce que c'était un enjeu considérable, mais on est dans une bonne condition pour accueillir des salariés et ils ont envie d'adhérer quand on rentre dans ce bel immeuble. Et bravo pour ça. Merci.